tablette les zones du tableau qui ont attiré son attention. Et donc, alors, il va y avoir évidemment toute une étude statistique collective. Par la suite, toutes ces informations sont collectées, sont analysées par un logiciel, on n'arrête pas le progrès, là, qui permet de faire la somme des tracés obtenus et d'établir une sorte, j'allais dire, de cartographie de l'ensemble des observations des 600 visiteurs cobayes qui ont été choisis. Alors, cette expérience qui démarre tout juste, hein, parce que là on l'apprend, donc qui va durer jusqu'à fin juin, le 26, va permettre aux équipes de médiation du lycée du Louvre-Lens de concevoir de manière plus didactique les présentations des œuvres. Donc il y a une application. Alors, au musée du Louvre-Lens, le titre même de l'exposition évoque un mystère. Le nain et les trois frères, mais on ignore le plus souvent, et Thierry me dira si je me trompe, le plus souvent qui a peint quoi. Donc déjà, c'est ça. De fait, le nombre de visiteurs s'ingénie à chercher dans les 7 tableaux sélectionnés les détails, dans les zones d'ombre, à l'arrière-plan, qui pourraient être perçus comme des révélations, entre guillemets. Donc le titre de l'événement induit donc une manière de voir aussi. Ça, c'est comme le titre d'une légende dans la presse, etc. Ou que dans un questionnaire, que ce soit politique, etc. Les questions, suivant qu'elles sont fermées, etc., vous aurez des réactions beaucoup plus racistes ou d'autres, suivant, par exemple, sur le problème des émigrés, de la migration. Donc, c'est intéressant. Et on retrouve au fond, ce que aussi, même si c'est daté, ce que Merleau-Ponty avait essayé aussi de voir d'autre manière dans la phénoménologie de la perception. C'est-à-dire, au fond, pourquoi ces différences d'appréciation? L'Iconicat n'a pas encore livré toutes les réponses, hein. Même si Marx disait que l'humanité ne peut que se poser que les questions qu'elle peut résoudre, c'est-à-dire dans toute question, il y a un début de réponse. Il va falloir désormais regarder le regard. Regardez le regard, ce que Merleau-Ponty avait essayé de faire à travers la phénoménologie, et Husserl et compagnie. Et donc, et là, c'est une question ouverte, hein. Pour l'instant, on ne sait pas. Ça montre qu'au fond, une réflexion sur l'art peut déboucher sur des questions pratique, au fond, parce que ça va révolutionner, ça peut révolutionner toute une présentation, une mise en scène dans tous les musées du monde. Alors, aussi, il y a quelque chose aussi qui est intéressant en dehors de ça, c'est un neurobiologiste et collectionneur de l'art, Jean-Pierre Changue, dans L'homme neuronal, qui est paru chez Fayard en 1983, et aussi chez Odile Jacob, qui a fait du vrai, du beau et du bien, ça pose aussi la vieille question philosophique de la perception par rapport à l'œuvre d'art. Donc la thèse et je terminerai là-dessus, de Jean-Pierre Changeux, c'est, j'ouvre les guillemets, là, dans L'homme neuronal, il dit « Notre cerveau est certes une machine, mais sa complexité et son adaptabilité sont celles d'un organisme dynamique en constante évolution. Avec ses 100 milliards de neurones assemblés en réseau, qui eux-mêmes forment des réseaux de réseaux, et ces 600 millions de synapses, là ça dépasse mon seuil de Péter, par millimètre cube, ils possèdent une variabilité illimitée. Alors, Chanceux a essayé il s'est inspiré d'analyses de tableaux de Vinci à Watteau, en passant par Le Monde est petit, par Duchamp ou Solage, et à propos de créateurs, le chercheur neurologue formule cette hypothèse. Ouvrez les guillemets. La nouveauté d'une œuvre d'art, son pouvoir d'évocation, son pouvoir évocateur, sa valeur émotionnelle, entraîne un embrasement extraordinaire qui envahit notre espace conscient par sa globalité. Sa puissance mobilise les émotions avec une telle force qu'on peut imaginer
ignition, c'est-à-dire un état de combustion explosive. Vous pourrez fermer les guillemets, ça entre guillemets, explosive de la conscience, unissant, là pour l'instant c'est difficile à suivre, je livre ça brut, unissant système visuel, cortex préfrontal, siège, qui est le siège de la rationalité, et système limbique, cette région profonde du cerveau, dit le chercheur, siège des émotions primaires. Fin de citation. Donc, si je le suis bien, ça voudrait dire que le fameux syndrome de Stendhal, qui a fait vaciller l'écrivain au sortir de la basilique Santa Croce à Florence, après avoir découvert les fresques de Giotto, ne serait qu'une expression extrême de ce choc esthétique dont la violence laisse épuiser. Alors Jean-Pierre Changeux suggère de possibles similitudes dans le processus de la création artistique et ceux de la découverte scientifique. Il fait un parallèle. Voici, je le cite, « Les découvertes sur l'origine de l'homme montrent que l'activité artistique est apparue très précocement, de manière concordante avec l'émergence de la connaissance rationnelle. Le clivage entre ces deux domaines s'est fait tardivement. » Fin de citation. Alors, la réunion de trois ingrédients primordiaux, c'est sa thèse, la nouveauté, j'ouvre les guillemets, la cohérence des parties avec le tout, et la parcimonie qui consiste à expliquer beaucoup avec peu, serait, et c'est sa thèse, serait à la base tant de l'émotion esthétique que de l'illumination décrite par certains mathématiciens, c'est-à-dire une puissante émotion positive ressentie lorsque, de façon fugace, leur apparaît une cohérence inattendue entre des éléments disparates. Et ça, vous voyez ça j'ai des amis mathématiciens, ils ont un peu ce genre aussi, effectivement, l'ébauche quand apparaît une cohérence inattendue entre des éléments disparates, l'ébauche d'une élégance, d'une réponse adéquate à un problème. Sans aller jusqu'à faire sienne, et ce sera ma conclusion, l'idée du physicien britannique Paul Dirac, selon laquelle, ouvrez les guillemets, la beauté d'une équation est plus importante que sa justesse, et parfois certains mathématiciens veulent avoir l'élégance de la formule plus que la justesse vient après coup, à la différence du physicien. À moins conclut Chanceux à la fin de son livre avec malice et avec un sans se prendre trop sérieux, à moins que ce soit pour l'exposer dans un musée. Voilà, fin de citation. Et ça sera ma conclusion en ce qui me concerne. Maintenant, la parole, pendant ces 3 quarts d'heure, est à vous. Donc, à vous. Vous voulez poser des questions sur Foucault, puisque Foucault est enseigné ici, Foucault et les arts, éventuellement, ou sur n'importe quelle peinture qui ont été présentées. On pourra en présenter d'autres. Hein. Là, il y en a, d'ailleurs je vais le faire circuler, il y a de quoi faire. Bon, j'aurais pu prendre ça aussi, c'est un tableau impressionniste très de Claude Monet. C'est un sobriquet, voilà. Vous avez lu le mot impressionniste, voilà, comme le mot voilà. cubiste, de la part du même d'ailleurs, voilà, je sais. Voilà. Je ne sais pas si vous savez, hein, le fameux... Les termes impressionnistes sont péjoratifs, les termes cubistes, c'est bien connu. Hein. Évidemment, il faut une classification des types de scandales, suivant qu'ils viennent d'une œuvre critique qui a souligné l'aspect scandaleux que ne voulait pas spécialement le peindre. Ouais. Le scandale des philosophes, donc dans leur interprétation de Lacan. Donc le scandale lié à la pudeur aussi, le scandale moral ou éthique. L'Église aussi. Qui exploite des artistes contemporains aussi, c'est-à-dire pousser les limites évidemment de l'impudeur éventuellement, ou de la limitation des mœurs. S'il s'agit de professer une vision du monde
de valoriser une forme de vie. Et puis le scandale, donc involontaire, d'un artiste qui a créé une forme, qu'elle soit abstraite, comme c'était le cas initialement. C'est des choses qu'il faudrait évidemment pouvoir classer, thématiser ou problématiser. Là, j'ai balancé ça brut de brut. Ça peut se conceptualiser. Moi, je reprends l'opposition entre image et tableau. Mais ça vous donne... pose problème, puisque dans le cadre tableau, qu'est-ce qu'il fait image, d'un séminaire, ça vous donne des pistes. Ah, tout à fait. C'est un riche exposé. C'est un riche exposé de documentation importante. Moi, je pense que l'être humain est toujours plus intéressé par le scandale, par son esprit critique, que par la vérité qui se dégage du travail d'une personne. Enfin, moi, c'est mon opinion personnelle. Ça veut dire qu'en fait, on est tous ce qui ferait le succès de la presse people à caniveau, de style Le Sun, etc. C'est-à-dire qu'en fait, on accuse le journaliste d'être voyou-voyeur, rarement voyant comme le philosophe ou le religieux ou Saul sur le chemin de Damas, dans sa révélation. Ça voudrait dire qu'au fond, pour vous, même une œuvre d'art, devant l'origine du monde de Courbet, avec votre théorie là, comment vous réagissez? Moi, je réagis par mes propres émotions quand je regarde le tableau. Et ça, au moment de voter, c'est pareil. Hein. On croit être rationnel, mais on vote d'une manière. Non, parce qu'on est quelquefois entraîné aussi dans une spirale. On est souvent un petit peu des moutons. On ne fait pas toujours agir sa propre critique personnelle. On oublie souvent. Parce qu'il y a des tas de choses qui nous interpellent. Et puis voilà quoi. On n'ose pas, je pense. L'artiste ose. Mais bon, l'artiste ose, non? Le spectateur ou l'individu n'ose pas affirmer un jugement personnel ou utiliser une souvent. autonomie de jugement qu'il n'aurait pas acquis suffisamment. Oui, je crois, oui. Et se laisse donc influencer par... Mais c'est pour tout, pareil, dans l'art aussi. Hein. Parce que c'est à la mode, bon, on va aimer le ballerinois dont vous parlez, là, et bien après, quelquefois... Un peu comme Benjamin, vous pensez qu'à chaque époque, il faut lutter contre le conformisme de son époque? Oui, je pense. Je pense. Donc le public, en matière d'art, notamment, serait grégaire, serait boutonnier. Pour tout, on n'est pas obligé d'être suiveur, de suivre comme ça. Parce qu'après, ça ne répond plus à sa vraie personnalité. Au choix personnel, qui engage la sensibilité de chacun. La liberté de jugement esthétique est de toute façon un problème de fond et qui est posé philosophiquement par Kant, notamment au XVIIIe siècle, lorsqu'il y a la naissance de la critique avec Diderot et d'autres, la critique d'art. Mais le jugement de goût comme distinction, c'est aussi très problématisé par un sociologue qui se plaît très critique, qui était philosophe de formation, donc Pierre Bourdieu, qui appelle la distinction. C'est-à-dire que le jugement vous situe en fin de compte dans un champ de lutte, d'influence des jugements. Et le jugement d'avant-garde n'est pas le moins situé, d'une certaine manière, le moins classé. Et le jugement antipopulaire, anti-philistin, se marque aussi. Alors, bon, lui-même voulait échapper justement à ces oppositions de jugement qui vous classent en classant l'autre. C'est évidemment une relativisation quand même du goût, en l'occurrence. Alors qu'on peut plaider en historien d'art, moi je n'ai pas l'approche de l'historien d'art, j'ai plutôt l'approche d'un peintre, philosophant, enfin philosophe et peintre, et formaliste, mais aux yeux de certains quand même, dont Badiou, il y aurait quand même une forme d'éternité, c'est ça le mot des platoniciens, l'éternité de l'art, mais qui n'est pas sans rejoindre Nietzsche. Je pense plus qu'il y a des platoniciens récents pour essayer de faire une jonction, je ne sais pas si tu connais, Monique Dixot, elle a écrit un livre sur...
il y aura un Nietzsche platonicien. Ça, c'est encore autre chose. Donc, il y a des points de passage, vous savez, c'est pas aussi tranché que ça non plus en philosophie. Et donc, l'éternité des idées rejoindrait l'éternité des formes d'art, qui, en fin de compte, ferait consensus à mesure qu'on connaît l'histoire de l'art. Alors, là, on a beaucoup plus de documentation aujourd'hui qu'autrefois pour apprécier une œuvre d'art. Avec Internet, n'en parlons pas. Et donc, certainement, le jugement est censé être enrichi dans ce qui peut se développer. Et il y aurait quand même une forme de consensus tout relatif pour les œuvres du passé, qui se retrouveraient moins, évidemment, aujourd'hui, voire même au XXe siècle. Mais on voit bien comment Vermeer est valorisé par l'exposition récente, là, qui voulait quand même le resituer dans le cadre de ses concurrents, de ces peintres contemporains, qui eux-mêmes avaient les mêmes thèmes de prédilection, voire même les inventaient, ces thèmes, que ce soit la femme à la lettre, enfin, je crois la laitière aussi, enfin directement, mais lui-même, n'en inventant quasiment aucun de ces thèmes, les a transfigurés par sa peinture, par sa manière de peindre. Le scandale en ce qui concerne, d'ailleurs, c'était son éclipse, sa disparition, c'est encore autre chose. Donc le contexte n'est pas pertinent pour apprécier ce qui touche alors le plus grand nombre maintenant à travers des figures que personne n'en mettra en cause, effectivement, leur popularité ne faisant que s'étendre. Ou même Van Gogh, je suis très surpris de la popularité de Van Gogh, qui me paraît, pour des gens qui n'apprécieraient pas l'art moderne d'ailleurs, qui n'apprécieraient pas beaucoup l'expressionniste, Van Gogh est un des peintres les plus populaires qui soit, et je me demande un peu pourquoi, dans la mesure où ce grand peintre est assez difficile à apprécier néanmoins, si on le regarde avec ses exigences de couleurs, de forme, de mise en place. C'est certainement le plus grand expressionniste, un des plus grands, mais voilà, il a accepté, alors qu'il exprime une grande violence, par ailleurs, une force expressive particulière, une sophistication très grande, mais il y a une sorte d'éternité du goût. Alors, le plus convenu étant entendu que quand même la plupart des gens, on le sait, ne fréquentent pas les musées, ou assez peu, et donc que la peinture ou les arts en général ne sont pas ce qui les touche le plus. Et c'était la question, évidemment, qui se retrouve dans la théorie critique, d'Adorno ou de Benjamin, à savoir qu'est-ce qu'il en est du goût populaire dans nos sociétés, ou du moins de la place de l'art par rapport à une esthétisation de la société dans son ensemble, et donc de la désesthétisation des formes d'art dits traditionnelles, dont l'art contemporain serait la plus grande illustration, puisqu'il y a effectivement une démystification quand même, une iconoclastique propre aux arts plastiques, qui choque. Dans la mesure où il y a sacralisation de ce goût, au fond, la Joconde était détournée aussi, et la Shōhoku, dont on a pu reparler, qui est bien connue, de Duchamp, ne scandaliserait plus personne, mais la Joconde y a résisté. Son sourire n'a pas été changé pour autant, mais on sent que c'est plutôt cet acte iconoclaste qui gênerait encore aujourd'hui le plus grand nombre, ou du moins laisserait dans une certaine indifférence, puisque la tolérance est quand même très grande. On n'ose pas s'en prendre à celui qui scandaliserait aujourd'hui. D'abord parce qu'on est tolérant en matière de mœurs, et puis parce que la plupart des gens concernés, y compris des philosophes, restent assez indifférents maintenant par les coups d'éclat de l'art contemporain. Coups d'éclat comme des machines à fabriquer des excréments ou des choses de cet ordre. On peut continuer une certaine forme de sophistication organique, on voit très bien où ça se situe. Ça se situe au niveau encore du déchet, de l'organique, de la mort, avec les animaux naturalisés que l'on peut composer, et ça a été condamné d'ailleurs au nom de la défense des animaux, ou des performances qui mettent en jeu quand même quasiment la vie parfois d'un artiste, et qui font effectivement la une de l'actualité. C'est-à-dire que la manière effectivement de faire de l'art est au plus près d'une forme médiatique incontestable, puisqu'elle se veut distinctive au sens de Pierre Bourdieu de ce point de vue-là, dans le champ, alors peut-être pas de l'art, mais néanmoins ça reste celui de l'art aujourd'hui, pour se distinguer. Donc moi je croyais que tu aurais aussi pu évoquer les différentes formes d'expression artistique contemporaine et les différents scandales propres à l'art contemporain des 10 ou 20 dernières années que le monde médiatique a pu retenir, a pu évoquer et enregistrer à maintes reprises. Le dernier en date, c'était le blog, le blog, comment s'appelle-t-il, McCarthy, je crois, à la place de la Victoire, mais c'est quelque chose qui était financé par la ville de Paris, donc tout à fait officiel. Et il joue sur l'ambiguïté d'une forme, c'est pas vraiment un phallus. Bon, une sculpture qu'il a osé comparer à Brancusi, c'est là que moi je mérite, si j'ose dire. Je l'ai exposé tout de même Place Vendôme. Place Vendôme, voilà, oui, parce que la place de Victoire, Place Vendôme. Voilà. Ça aurait été à Saint-Denis. Voilà, mais les bijoutiers étaient partie prenante, les bijoutiers étaient partie. Ah oui. Donc là, c'est pas quelque chose qu'il a voulu faire comme ça spontanément. Et l'acte de vandalisme qui s'est produit, c'est qu'on a effectivement dégonflé au sens propre l'œuvre érectile, on a coupé simplement
les lanières qui servaient à maintenir cette œuvre qui était reliée à une soufflerie, etc. Donc il n'a pas voulu la relever, il a été évidemment froissé, mais le scandale est plus dans l'ambiguïté de la forme, parce que c'est pas un vrai phallus, donc il le disait lui-même, il ne prétendait pas avoir fait un phallus, c'est un arbre de Noël, je crois qu'il l'avait appelé un arbre de Noël, et c'est pas une forme plastique comme Brancusi non plus, il n'invente pas une forme, mais il crée une ambiguïté poétique, c'est un objet poétique ambigu, et c'est à ça qu'on reconnaît aussi le jeu avec le sens d'une des expressions de l'art contemporain, et qui remonte au fond à une approche plus poétique de l'art. Il n'y a pas d'ambiguïté, à mon sens, chez les artistes de la forme. Chez Picasso, qui pourtant détourne des objets aussi fréquemment, mais pour créer une forme tout à fait autre. Qui d'ailleurs, qu'il reprend autrement, souvent en peinture, en sculpture. Alors que là, il s'agit d'un geste. Il a fait des chocolats, parce qu'il était en même temps ce McCarthy présent à l'hôtel de la Monnaie, et donc il pouvait faire des médailles en chocolat, des Pères Noël en chocolat, très ambigus, une de jardin également un peu érotique. Et donc c'est ce jeu avec l'érotisme qui constitue sa on voit bien ce qui sépare l'érotisme d'Arodin et l'érotisme de McCarthy, voire même l'érotisme très froid et glacial de Duchamp, avec sa dernière œuvre qui est un exemple de voyeurisme caractérisé. Étant donné, donc vous savez, il porte avec une serrure et derrière c'est aussi le glacis froid aussi dont parle Barthes à propos des stripteaseuses professionnelles par rapport au côté beaucoup plus chaleureux. La contemporaine paraît assez froid de ce point de vue-là, voilà, pas sensuel. Il montre, autant que je me souvienne dans Mythologie, il montre qu'en fait elles ne sont pas nues parce qu'il y a tout un glacis dans la gestuelle qui fait que après quand on regarde effectivement. Après avoir lu Barthes, on se rend compte qu'il a totalement raison. Maintenant, il y a le problème du corps nu. Voilà. Je me souviens de certains modèles, voire un danseur de buteau. On avait invité un danseur de buteau au Beaux-Arts, qui était nu, enfin, je crois qu'il avait un cachet, il se roulait par terre, donc une gestuelle splendide. Il était habillé. Mais je veux des danseurs d'opéra aussi. Les athlètes ont un corps tellement travaillé, ils sont habillés. Enfin, de ce point de vue-là, il y a une sorte de dépassement là, de la nudité. C'est pas ce qu'on regarde en premier temps. C'est une forme comme ça, qui se trouve être nue, mais qui voilà, prend l'espace, se développe sous vos yeux. Et les modèles, parce qu'ils sont effectivement très, très intéressants, ont cette présence physique et plastique-là qui dépasse la question de la nudité. C'était quand même le problème des peintres pendant des siècles. La nudité, qui effectivement a toujours eu quelque chose d'érotique, n'est pas contestable. Il y a des pulsions sexuelles, mais comme il y a une pulsion artistique qui est souvent défendue ici, pulsion visuelle, on ne voit plus. Quand on dessine le modèle vivant, sincèrement, on ne voit plus, c'est une abstraction. Totalement. Donc il y a une grande pudeur aussi du peintre, au fond, ou du sculpteur face au modèle. Ce qui n'est pas possible pour un artiste contemporain. Non seulement parce qu'on pose des questions, mais parce que la chair doit être un questionnement, doit être un problème, une problématisation. Non seulement la chair, le corps et le désir, qui lui doit donc s'ouvrir à la vie. C'est toute la question, d'ailleurs, que René Scherrer, dans sa philosophie de la vie, veut toujours développer dans l'art. Il y ait aussi des expériences de vie autour de la rencontre, donc de l'artiste, de l'œuvre. Or, à m'entendre, tout ça sera un peu séparé. À m'entendre. C'est un des objets du débat ici. D'autres questions? Michel Foucault a répondu finalement quelque chose après. Non. Il a quitté le séminaire. Il n'a jamais écrit quelque chose ou bien... Non, à ma connaissance. Non. Peut-être parce que, au fond, Foucault est nietzschéen. Et donc il avait admis, au fond. Et il se plaçait sur un tout autre registre. Donc il n'y avait pas de réfutation possible. Mais par exemple, quand il y a eu la querelle Foucault-Derrida, ça a vraiment été une escalade. Donc c'était pas le même enjeu, probablement, pour lui, en fait. C'est-à-dire qu'il avait tout dit. Hein. C'est-à-dire qu'il ne se plaçait pas du tout sur le même terrain. C'est comme si vous voulez... et donc c'est très difficile. C'était pas... L'interprétation était astucieuse de part et d'autre. On pouvait... avec les nombres d'or aussi, là, je pense que Foucault, comme moi, atteignait son seuil de Péter, et parmi les participants au séminaire aussi, c'est que on était là, on se disait, bon, et lui était particulièrement au courant, et tout, Lacan était un malin, il avait bien étudié ça, et donc c'était
c'était au cordeau, hein, on ne pouvait rien. En plus, il faut assister à ça pour voir, c'était dans le détail. Là j'ai résumé grossièrement, etc., avec mes souvenirs et avec ceux de Clément, qui est l'une des participantes aussi, mais c'était très bien monté, etc. Et après avoir en préambule, évidemment, donné des tas de raisons à Foucault d'aller dans ce sens. Mais lui disait, évidemment, il se plaçait au niveau de la chose, de l'inconscient, etc. Donc c'était un dialogue de sourds, à la limite. Alors, ils auraient pu discuter, mais c'était impossible de... Non, Foucault n'a pas répondu à mon échange. Mais il n'a jamais participé, il n'a jamais pu participer au séminaire. Mais d'autres, d'ailleurs, il n'y a pas que Foucault, il y avait des fidèles, mais ça c'est comme avec Badiou, dans un autre style, il y a des gens qui sont fascinés, et d'autres qui tout d'un coup disent, mais c'est une mystification. Bacchès Clément souvent nous disait, nous, agrégatifs, elle nous disait, on sort de là, on a l'impression que comme avec Alain Badiou, même si on n'est pas d'accord du tout avec ses théories, etc., ses prises de position, etc., et on peut comprendre, et même à Paris 8, là j'en connais, qui n'osent pas le dire parce qu'ils tiennent à leur peau et à leur carrière, mais c'est ça. C'est-à-dire que, moi je lui ai dit, bon, pas leur peau, mais bon. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est comme avec Badiou, pour vous mettre. Badiou, quand vous rentrez dans son système, vous ne pouvez pas en sortir. Hein. C'est comme la Leibniz, etc. C'est la différence avec Spinoza. Spinoza, malgré dans l'éthique, etc., il a son traité philosophique. Il a une autre ouverture en tant que juif, polisseur de verre, etc. Alors que Leibniz, ou même Hegel, d'une certaine manière aussi, ou Badiou, vous rentrez dans leur système, vous devenez hegelien ou badousien, ou sans ça vous êtes exclu. Comme un certain disciple brillant à un moment, je vous invite à le lire, ni Dieu, ni Maître, ni Badiou, de Béni Belkacem. Là, c'est un bouquin énorme qui a été sorti avec la bénédiction, comme par hasard, de Bernard-Henri Lévy, et où là, c'est une démolition en règle, j'allais dire méchante, violente, polémique, mais de quelqu'un qui est rentré dans le système, qui a été un brillant élève qui, pour devenir lui-même, a été obligé de se sortir du maître, c'est-à-dire de le trahir. Je crois que Badiou s'en est jamais remis, d'ailleurs. On va s'en dire à accuser le coup. Des sources, oui. Oh, il a pu un peu accuser le coup, parce que c'est pas certain non plus. Parce que moi, j'ai lu en détail c'était même dur. Mais ça, c'est un peu... pour essayer de nous faire comprendre. Ça, alors, Foucault ne s'est pas abaissé non plus à faire un anti-Lacan, ni Dieu, ni Maître, ni Lacan, non. Ça concerne le séminaire, paradoxalement, puisque Mehdi Belkacem s'est brouillé fortement avec Badiou. Donc c'était, je crois, en 2008, par là, au moment où il était avec Alexandro Costanzo, qui vient aussi ici, qui a animé un peu le séminaire, à Valenciennes, au musée d'art moderne, je crois, de Valenciennes, je vais me tromper, avec Badiou, pour parler d'art moderne, d'art contemporain. Or, Badiou, à la même époque, travaillait avec ma compagne sur des schémas, donc elle faisait la peinture de ces schémas, donc c'était une expression artistique qui contredisait un peu ce que voulait faire Belkacem, qui lui était totalement partie prenante dans l'art contemporain. Il considérait même que c'est pas tellement Duchamp qui faisait une rupture, mais il considérait que l'art contemporain, en fait, quand il avait comme patron Sade, donc si tu es slam, il avait des positions assez radicales quant à un certain extrémisme artistique, et donc je ne sais pas si c'est lié directement, mais de toute façon, il avait été désavoué à ce moment-là, dans la mesure où, à la différence de beaucoup d'autres, donc de Deleuze, de Lyotard ou Derrida, Badiou a écrit en tout et pour tout sous 3 ou 4 artistes plasticiens. En tout et pour tout, Soulage, à l'invitation des spécialistes de Soulage lors de l'exposition il y a quelques années,
Et puis un ami qui était un mathématicien enseignant au Collège de France, donc c'est Mathieu, comment ça s'appelle, je crois que Mathieu, j'ai oublié son prénom, qui est passé donc du Collège de France, où il enseignait les mathématiques, à la peinture. Et il a écrit très tôt sur cet artiste-là. À partir du moment où il y a des mathématiques, ça intéresse forcément Badiou. On n'en a pas parlé en termes mathématiques. Mais là, on pourrait faire aussi... L'inverse n'est pas possible, quand même. Mais le père à Badiou était un célèbre mathématicien important, mais c'est un homme politique, Gaudin, etc. Tout ça, bon, le Lacan pourrait rentrer en scène et là s'exciterait plus sur le sexe de l'enfant. Le système de Badiou a évolué, par ailleurs. Ouais, Moi, oui. je m'en sers au niveau de l'art beaucoup plus que globalement, parce que je suis beaucoup plus proche de Derrida, donc les deux étant impossibles à accorder en principe, bien qu'à la mort de Derrida, il s'est trouvé beaucoup d'amis, bon, même Badiou a fini par écrire quelque chose d'assez sympathique, tout au moins pour certains Derridiens qui accepteraient cette interprétation-là. C'est-à-dire à la mort, il a fait, mais ça c'est comme les nécros, même les ennemis. On m'a dit qu'il s'était réconcilié à la fin de la vie de Derrida. Je ne sais pas s'il y avait un échange de lettres. C'est possible, mais Badiou n'est pas dans cet héritage-là, bien sûr, ni même de Deleuze. Et son système, il l'a construit quand même sur une longue période. C'est-à-dire qu'il était chartrien, lacanien après, et alors... c'est vrai, le terrain du sujet l'éloignait de Deleuze, et puis il l'a étendu, il a toujours été platonicien, mais il l'a étendu à toute l'histoire de la philosophie, en essayant de construire effectivement quelque chose qui relève une sorte de nouvelle métaphysique, mais qui relie quand même l'ensemble de sa pensée aux mathématiques. C'est-à-dire qu'il y a une structure avec les mathématiques plutôt qu'avec d'autres liens qu'il dénonce. Il dénonce les liens entre littérature et philosophie, mais lui quand même passe sa philosophie du côté. C'est en cela qu'il est platonicien d'une certaine manière. Les nombres dictent quelque chose de la pensée du concept. Mais bon, là on n'y entre pas, c'est vrai que ça devient assez monumental maintenant. Mais il a pris position contre la contemporaine, enfin, plus ou moins fortement. Et je m'en étais servi. Un des rares, Hydro Dria, même à Gambel, comme ça.